Il existe aujourd'hui une forme d'antifascisme archéologique qui est en somme un bon prétexte pour se voir décerner un brevet d'antifascisme réel. Il s'agit d'un antifascisme facile qui a pour objet et objectif un fascisme archaïque qui n'existe plus et n'existera plus jamais. Partons du film récent de Naldini, Fascista. Eh bien, ce film, qui a posé le problème des rapports entre un chef et la foule, a montré qu'aussi bien le chef Mussolini que cette foule sont deux personnages absolument archéologiques. Un chef comme celui-là est aujourd'hui absolument inconcevable, non seulement à cause de la nullité et de l'irrationalité de ce qu'il dit, mais aussi parce qu'il n'y aurait absolument aucune place ni crédibilité pour lui dans le monde moderne. La télévision suffirait à le rendre vain, à le détruire politiquement. Les techniques de ce chef convenaient pour une estrade, un meeting, devant des foules immenses, mais elles ne marcheraient absolument pas sur un écran. Cela n'est pas une simple constatation superficielle et purement technique, mais le symbole d'un changement total dans notre façon d'être et de communiquer. De même, pour la foule, cette foule immense, il suffit de poser un instant les yeux sur ces visages pour voir que cette foule-là n'existe plus, que ce sont des morts enterrés, nos aïeux. Cela suffit pour comprendre que ce fascisme-là ne se répétera plus jamais. Voilà pourquoi une bonne partie de l'antifascisme d'aujourd'hui, ou du moins de ce que l'on appelle antifascisme, est soit naïf et stupide, soit prétextuel et de mauvaise foi. En effet, elle combat ou fait semblant de combattre un phénomène mort et enterré, archéologique, qui ne peut plus faire peur à personne. C'est en somme un antifascisme de tout confort et de tout repos. Je suis profondément convaincu que le vrai fascisme est ce que les sociologues ont trop gentiment nommé la société de consommation, définition qui paraît inoffensive et purement indicative. Il n'en est rien. Si l'on observe bien la réalité, et surtout si l'on sait lire dans les objets, le paysage, l'urbanisme, et surtout les hommes, on voit que les résultats de cette insouciante société de consommation sont eux-mêmes les résultats d'une dictature, d'un fascisme pur et simple. Dans le film de Naldini, on voit que les jeunes étaient encadrés et en uniforme, mais il y a une différence. En ce temps-là, les jeunes, à peine enlevaient-ils leurs uniformes et reprenaient-ils la route vers leur pays et leurs champs, qu'ils redevenaient les Italiens de 50 ou de 100 ans auparavant, comme avant le fascisme. Le fascisme avait en réalité fait d'eux des guignols, des serviteurs, peut-être en partie convaincus, mais il ne les avait pas vraiment atteints dans le fond de l'âme, dans leur façon d'être. En revanche, le nouveau fascisme, la société de consommation, a profondément transformé les jeunes. Elle les a touchés dans ce qu'ils ont d'intime. Elle leur a donné d'autres sentiments, d'autres façons de penser, de vivre, d'autres modèles culturels. Il ne s'agit plus, comme à l'époque mussolinienne, d'un enrégimentement superficiel, scénographique, mais d'un enrégimentement réel qui a volé et changé leur âme. Ce qui signifie en définitive que cette civilisation de consommation est une civilisation dictatoriale. En somme, si le mot de fascisme signifie violence du pouvoir, la société de consommation a bien réalisé le fascisme. Un rôle marginal. Voilà pourquoi j'ai dit que réduire l'antifascisme à une lutte contre ces gens-là signifie faire une mystification. Pour moi, la question est très complexe mais aussi très claire. Le vrai fascisme, je l'ai dit et je le répète, c'est celui de la société de consommation. Et les démocrates chrétiens sont devenus, sans même s'en rendre compte, les vrais et authentiques fascistes d'aujourd'hui. Dans ce domaine, les fascistes officiels ne sont que la poursuite du fascisme archéologique et de ce fait à ne pas prendre en considération. C'est ainsi que Almirante, dans la mesure où il a tenté de se mettre au goût du jour, me paraît aussi ridicule que Mussolini. Un danger plus réel vient plutôt aujourd'hui des jeunes fascistes, de la frange néo-nazie du fascisme qui s'appuie sur quelques milliers de fanatiques mais qui demain pourrait devenir une armée. Selon moi, l'Italie vit aujourd'hui quelque chose d'analogue à ce qui s'est produit en Allemagne à l'aube du nazisme.
En Italie aussi, l'on assiste actuellement à ces phénomènes d'homologation et d'abandon des anciennes valeurs paysannes, traditionnelles, particularistes, régionales, qui furent l'humus sur lequel grandit l'Allemagne nazie. Une énorme masse de gens est devenue flottante, dans un état d'impondérabilité de ses valeurs, mais n'a pas encore acquis les nouvelles nées de l'industrialisation. C'est le peuple qui se fait petite bourgeoisie, mais qui n'est pas encore celle-ci, et plus celui-là. Selon moi, le premier noyau de l'armée nazie fut constitué justement à partir de cette masse hybride. Elle a été le matériel humain dont, en Allemagne, sont sortis les nazis. Et l'Italie est en train de courir ce risque-là. Quant à la chute du fascisme, il y a avant tout un fait contingent, psychologique. La victoire, l'enthousiasme de la victoire, la renaissance des espérances, le sentiment de la liberté retrouvée et de tout un nouveau mode d'existence avait rendu après la libération les hommes plus bons. Oui, plus bons, purement et simplement, mais il y a aussi cet autre fait plus réel. Le fascisme qu'avaient connu les hommes d'alors, ceux qui avaient été antifascistes et traversé des expériences de 20 ans de fascisme, de la guerre, de la résistance, était un fascisme somme toute meilleur que celui d'aujourd'hui. Je crois que 20 ans de fascisme n'ont pas fait les victimes qu'a faites le fascisme de ces dernières années. Des choses horribles, comme les massacres de Milan, de Brescia, de Bologne, ne se sont jamais produites pendant ces 20 ans. Il y a bien eu le crime Matteotti, il y a eu d'autres victimes des deux côtés, mais la force, la violence, la méchanceté, l'inhumanité et la glaciale froideur des crimes commis à partir du 12 décembre 1969 n'avaient jamais existé en Italie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de haine, beaucoup de gens profondément scandalisés et peu de capacité de pardon. Seulement cette haine a parfois de bonne foi, parfois de parfaite mauvaise foi, un objet erroné, les fascistes archéologiques, alors que ce devrait être le pouvoir réel. Prenons les pistes noires, j'ai sur ce point une idée peut-être un peu romanesque, mais que je crois juste. La voici. Les hommes du pouvoir, et je pourrais sans doute carrément citer des noms sans grande crainte de me tromper, disons quelques-uns des hommes qui nous gouvernent depuis 30 ans, ont d'abord organisé la stratégie de la tension anticommuniste, puis, une fois apaisée la crainte de l'éversion de 68 et du péril communiste immédiat, ces mêmes hommes du pouvoir ont organisé la stratégie de la tension antifasciste. Les massacres ont donc été accomplis par les mêmes personnes. Ils ont d'abord fait le massacre de Piazza Fontana en accusant les extrémistes de gauche, puis ceux de Brescia et de Bologne en accusant les fascistes et en tentant de se refaire en hâte cette virginité antifasciste dont ils avaient besoin après la campagne du référendum et le référendum pour continuer à gérer le pouvoir comme si de rien n'avait été. Quant aux faits d'intolérance que vous avez rappelés, je ne les définirai pas comme vraiment d'intolérance, ou du moins il ne s'agit pas de l'intolérance typique de la société de consommation. Il s'agit en réalité de cas de terrorisme idéologique. Malheureusement, les gauches vivent actuellement dans un état de terrorisme né en 68 et qui continue encore aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'un professeur que stimule un certain gauchisme et qui ne donne pas la licence à un jeune de droite est intolérant. Je dis que c'est un terrorisé ou un terroriste. Mais ce type de terrorisme idéologique a une parenté seulement formelle avec le fascisme. L'un et l'autre sont terroristes, c'est vrai. Mais il faut reconnaître, sous les schèmes de ces deux formes très souvent identiques, des réalités profondément différentes. Sinon, l'on en vient inévitablement à la théorie des extrémismes opposés, ou au stalinisme égal fascisme. Mais j'ai dit que ces faits étaient de terrorisme et non d'intolérance, parce que pour moi, la véritable intolérance est celle de la société de consommation, de la permissivité concédée d'en haut, qui est la vraie, la pire, la plus sournoise, la plus froide et impitoyable forme d'intolérance, parce que c'est une intolérance masquée de tolérance, parce qu'elle n'est pas vraie, parce qu'elle est révocable chaque fois que le pouvoir en sent le besoin, parce que c'est le vrai fascisme, d'où découle l'antifascisme de manière, inutile, hypocrite et au fond apprécié par le régime.